Super. La souris, donc tu peux le mettre en plein écran. Je fais ça juste après. Bonjour à tous, moi c'est Clément Villeray, je suis interne en anesthésie-réanimation du 5e semestre en ce moment à l'IGR. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet que vous connaissez globalement tous, et je voulais insister surtout sur les moyens de le prévenir. C'est évidemment l'inhalation gastrique au bloc opératoire. Alors, tout d'abord, je vous ai préparé un petit slido, dans l'idée de vous faire participer, d'observer un petit peu vos pratiques habituelles. Si vous pouvez tous sortir votre smartphone et flasher le QR code, vous allez voir les premières pages. C'est normal que vous ne voyez pas tout de suite la question, il faudrait que je l'active juste après. C'est bon pour tout le monde? Donc, normalement, il y a une première question que vous voyez apparaître, c'est lequel ou pas? Oui. Super. Première question, est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer la manœuvre de Selig au cours d'une induction séquence rapide? Donc a priori, jamais pour 80% des gens. On va en discuter au sein de ce topo, c'est à peu près ça en tout cas, généralement. Ce qu'on observe aussi en tout cas dans une étude faite en Espagne qui regardait un petit peu les résultats des anesthésistes. C'était en 2020. Une autre question, quel est le pourcentage de patients pour lesquels vous utilisez des anti-HE ou des IPP dans votre pratique quotidienne? D'accord. Donc là, en majorité, quand même moins de 20% du temps. Ok, et enfin, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser l'échographie pour évaluer le volume de l'estomac avant une induction séquence rapide? Ok. Parfait. Donc ces trois questions, c'est à peu près sur les trois thématiques qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Et donc, on va commencer. Super. Alors, donc, la définition de l'estomac au cours du temps, elle a un petit peu évolué selon les auteurs. Globalement, on est passé initialement sur un volume de 0,4 ml/kg à un pH inférieur à 2,5. Puis, ces études en fait, ont été faites chez l'animal. C'est un peu compliqué d'aller faire ça chez l'homme pour des raisons assez éthiques, mais on voyait apparaître dans les années 90 un volume à 0,8 ml/kg à un pH à peu près à 1. Et il y a des auteurs qui ont commencé à parler, en tout cas d'une limite à 1,5 ml/kg, qui était en fait le seuil supérieur d'un contenu gastrique chez un sujet qui est à faible risque d'inhalation, observé dans plusieurs études. On va voir que cette définition n'est pas si claire, parce que selon les auteurs, encore maintenant, il y en a qui utilisent la définition à 0,8 ml/kg, d'autres à plus de 1,5. Donc les situations qui peuvent vous amener à considérer un patient comme estomac plein au bloc opératoire, vous les connaissez globalement tous, l'urgence abdominale, le syndrome douloureux, les nausées et vomissements, la grossesse et le postpartum dans les 6 semaines, la pathologie du gastro-œsophagienne, la gastroparésie dans tous ces états d'âme, l'hypothyroïdie, l'anogastrique, la prise d'opioïdes au long cours. Voilà, la conséquence que vous connaissez tous, c'est le syndrome de Mendelssohn, et qui a comme conséquence, ça peut être asymptomatique, à peu près dans 30% des cas. Il peut y avoir un véritable bronchospasme, des atelectasies sur une obstruction bronchique, lorsque notamment on inhale des composants solides, une pneumopathie infectieuse, un SDRA. Et l'étude de la SFAR d'INSERM de 99 qui avait en tout cas rencontré, qui a imputé 20% des décès au syndrome de Mendelssohn. La manœuvre de Selig, donc la pression cricoïde, dont le but est vraiment de diminuer le risque d'inhalation de liquide gastrique en augmentant la pression du sphincter supérieur de l'œsophage, qui aura, de ce fait entraîne moins de régurgitation et d'aérophagie. Alors c'est M. Selig qui l'a décrite en 61 au sein d'une étude qui était assez observationnelle, de 26 patients en risque d'inhalation. Il a remarqué que quand il lâchait cette pression cricoïde, il y avait 3 cas de régurgitation qui étaient apparus.
Alors, pour la décrire brièvement, globalement, il s'agit donc de saisir le cartilage avec le majeur et le pouce et d'adapter une pression perpendiculaire avec l'index qui permet de comprimer l'œsophage sous-jacent en regard en fait, du corps vertébral de C6. Donc, c'est une manœuvre qui se fait avant l'induction et qui se termine après vérification, en tout cas, des courbes de Kaplan. Quelle pression appliquée? Entre 10 et 20 newtons environ la perte de conscience. Et 30 newtons une fois que la perte de conscience est arrivée. On s'expose à quelques complications, pouvant aller jusqu'à la fracture, en tout cas du cricoïde, si on dépasse une pression supérieure à 40 newtons. Pour évaluer un petit peu la pression que vous faites, il y a eu ce test de seringue proposé dans une étude dans les années 2000 qui disait que vous prenez une seringue de 50 cc, vous mettez un bouchon au bout de la seringue et vous adaptez une pression. Si vous faites 12 ml à partir de 50 cc, il y a une pression de 20 newtons que vous instaurez à peu près. Si vous en faites 18, c'est une pression équivalente à 30 newtons. Est-ce que ça marche vraiment, cette manœuvre de Selig? C'est en tout cas le but de cette étude IRIS en 2018, qui était un essai randomisé multicentrique de non-infériorité, qui s'intéressait du coup à la survenue d'inhalation avec ou sans Selig. Et on voyait qu'il n'y a absolument pas de différence entre les deux groupes. Il y a certains auteurs qui ont essayé d'expliquer un petit peu pourquoi de cet échec. En fait, ils se sont rendus compte en réalisant notamment une IRM que dans la plupart des cas, quasiment un cas sur deux, l'œsophage était assez décalé en fait, du cricoïde cartilage sur la gauche, et que du coup la pression en fait n'était pas toujours équivalente, l'œsophage n'était pas vraiment comprimé, et d'autant plus que dans un cas sur deux également, la pression décalait l'œsophage vers la gauche, et c'est pour ça qu'on a commencé à voir apparaître une autre manière de comprimer cet œsophage et ce sphincter supérieur. C'est la compression paratrachéale gauche, qui a été proposée à partir des années 2018. Le but étant de comprimer l'œsophage juste au-dessus de la clavicule et entre la trachée et le sternocleidomastoïdien. Dans ce contexte-là, on a vu apparaître ce type d'étude où globalement il compressait l'œsophage en paratrachéale gauche et on voyait à l'aide d'une échographie avant et après induction qu'il y avait nettement moins d'air qui passait à travers le groupe paratrachéal contre le groupe cricoïde, même si la différence n'était pas encore significative. Donc, je vous ai parlé de la manœuvre de Selig. Maintenant, on va voir ensemble s'il y a un intérêt à prémédiquer les patients qui sont à risque d'estomac. Tout part de ce type d'études faites chez l'animal. Ici, chez le rat, ils se sont amusés en fait, à faire inhaler dans les poumons de rat un certain volume à un certain pH, et ils ont bien sûr vu que plus le volume était important et plus le pH était acide, plus la mortalité était importante. Du coup, ils ont essayé, donc, au sein d'études randomisées, de tester plusieurs médicaments qui permettent de diminuer ce volume d'estomac et diminuer le pH gastrique. C'est le cas de la cimétidine et du méthoclopramide, qu'on voit qui sont strictement équivalentes à un anti-HDE seul. Le seul fait d'augmenter la posologie du méthoclopramide, qui est un neuroleptique prokinétique, n'a pas d'incidence sur le volume résiduel. Et donc on s'est interrogé sur les inhibiteurs de la pompe à protons. Et donc ces deux études qui ont été faites par Nishina en 1996 et en 2000 sur la même base, c'est-à-dire une étude randomisée en double aveugle qui proposait plusieurs groupes avec plusieurs traitements testés. D'un côté le lansoprazole, le méprazole et la ranitidine sur l'étude d'en haut. De l'autre côté le rabéprazole, le lansoprazole et la ranitidine en bas. L'étude contre placebo, avec une prise médicamenteuse à J-1 au soir et le matin d'intervention. Et on voyait globalement que ce qui faisait pareil, donc qui donnait les mêmes résultats que l'anti-H2 le matin, c'était la prise d'IPP double dose la veille au soir et le matin. Donc qui agissait à la fois sur la réduction du pH gastrique et à la fois sur le volume de l'estomac. Et alors, est-ce que la sonde nasogastrique, c'est un moyen intéressant de vidanger l'estomac? Alors, on a cette étude qui comportait 10 patients
L'idée, c'était, une fois l'induction, d'aspirer l'ensemble du volume à travers une sonde nasogastrique une fois que le patient dormait. Et on voyait que les résultats montrent que c'est un moyen qui marche pas très bien, dans le sens où le volume aspiré par rapport au volume total, le volume résiduel ici était aspiré après réalisation d'une FOGD à l'endoscope. Et donc on voyait qu'il y avait une différence significative entre les deux groupes, ce qui prouve que cet SNG n'était pas le meilleur outil pour avoir un estomac en tout cas vide. D'autant plus que la mise en place de cette notion de nasogastrique, elle s'accompagne d'effets hémodynamiques, à la fois sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la SpO2. On voit que ces 4 paramètres sont modifiés pendant la manœuvre dans le mauvais sens, et que la fréquence cardiaque persiste en étant, les patients restent davantage tachycardes après la pause de cette sonde nasogastrique. Donc c'est pas complètement anodin de poser une sonde nasogastrique chez un patient en vigile, et chez les patients les plus fragiles, notamment les coronariens, ça peut être même risqué. Nous, on n'a pas de recommandations françaises qui incitent vraiment à utiliser cette sonde nasogastrique dans un cas particulier au bloc, mais les Scandinaves en ont une qui date de 2010. Il s'en est une de rang E, donc un rang de faible grade quand même, et qui recommande quand même l'utilisation chez un estomac en cas d'iléus ou encore d'occlusion. Donc de plus en plus, on voit apparaître l'érythromycine comme moyen de libérer l'estomac lorsqu'on a notamment une FOGD réalisée en urgence pour une hémorragie digestive par exemple. Et donc, ils se sont intéressés dans cette étude randomisée en double aveugle dont les chirurgies ont été stratifiées, d'un côté celle du contexte de traumato, de l'autre sans contexte traumato, et on voit que l'érythromycine a un effet surtout donc chez les chirurgies où il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'origine traumato. Voilà, je vais terminer par vous parler un petit peu de l'échographie gastrique. On voit de plus en plus en vogue depuis ces 10 dernières années. Donc, elle se réalise chez un patient en décubitus dorsal ou en décubitus latéral droit, avec une sonde abdominale convexe basse fréquence. Et l'idée, c'est d'avoir ce type de coupe de l'estomac, coupé en plan sagittal. Ici, vous pouvez voir par la lettre A, c'est l'estomac. Sur la gauche, on a le foie, en bas, le pancréas et les vaisseaux, donc l'aorte et la mésentérique sup. Et donc, si vous avez un patient qui est estomac vide, vous avez cette image en œil de bœuf, qui est décrite. La paroi circonférentielle autour hypoécogène, c'est la musculeuse. Et donc on voit bien les 5 couches différentes de la paroi gastrique ici, cette image caractéristique de l'estomac. Lorsqu'on a un contenu liquide, on voit donc un estomac qui est bien plus distendu, bien plus ovalaire, et qui a bien évidemment donc un contenu hypoécogène. Et lorsque le contenu est solide, 2 petites images peuvent vous être proposées. C'est donc la première, un aspect en vert dépoli qui apparaît surtout dans les 90 minutes après l'ingurgitation d'un solide. Et après, on voit très bien donc, cet aspect hyper-écogène de l'estomac plein. Là, c'est une des premières études qui a montré en fait une corrélation entre l'air, la surface gastrique et le volume aspiré. Donc ici réalisé chez les patients en demi-assise lorsqu'ils étaient en décubitus dorsal. Et donc ces auteurs, en fait, à travers un modèle mathématique, ils ont permis de partir de l'air ventral pour arriver vers le volume gastrique. Et on voit les performances diagnostiques de l'échographie gastrique pour évaluer l'estomac plein, et que ce soit pour un cutoff à 0,4 ml/kg ou un cutoff, ici c'était un cutoff à 0,8, et ben on voit que la sensibilité et les spécificités en tout cas sont toutes deux très bonnes, avec des aires sur la courbe au-dessus de 0,80. Et une petite valeur qui est quand même à connaître, c'est qu'il y avait pour un cutoff à 0,8 une valeur prédictive négative de 94% si on avait une aire ventrale qui était inférieure entre 140 mm², ce qui signifie que dans 90% des cas, on avait un estomac plein face à nous. Donc là, c'est une autre étude qui montrait cette même corrélation, mais cette fois-ci réalisée en décubitus latéral droit. Et voilà, donc comment mesurer une surface centrale, c'est assez simple.
Il suffit de prendre les deux diamètres multipliés par pi divisé par 4, donc le diamètre antéro-postérieur et longitudinal de l'estomac. Et après, vous avez donc ces formules. À gauche, donc, celle proposée par M. Bouvet et ses collègues qui s'intéressaient à l'échographie réalisée en décutis dorsal, et à droite, par M. Perles, sur une échographie réalisée en décutis latéral droit. Et en fait, ces formules, vous arrivez à partir de la ventrale, arriver à un cas de l'estomac. Il y a aussi d'autres tables comme celle-ci, où en fonction de l'âge et en fonction de la ventrale, on arrive à estimer à plus approximatif donc, un volume gastrique. Donc vous voyez ici que l'âge est complètement un facteur indépendant qui fait varier à lui seul le volume de l'estomac. Et donc, vous arrivez, pour répéter un petit peu tout ce que je viens de vous dire, l'échographie, c'est bien sûr un examen qui doit s'évaluer de manière qualitative et quantitative. Donc, premièrement, vous faites ça en décutis dorsal, puis en décutis latéral droite. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a des grades proposés par M. Perez qui, en fait, il est parti du postulat que on voyait davantage le contenu liquidien en position de décutis latéral droite. Et donc, c'est ce qui est expliqué à travers ces grades. Donc, grade 0, c'est un estomac vide dans les deux positions. Grade 1, c'est du contenu liquidien uniquement des décutis latéral droit. Et grade 2, c'est dans les deux cas. Et il s'est aperçu que pour un grade 2, par exemple, il y avait plus de 75% des cas pour lesquels l'estomac faisait plus de 100 millilitres. Et qu'il était plus facile de proposer une séquence rapide dans ce genre de situation. Donc voilà, vous réalisez ça dans les deux positions. Donc, si vous êtes vide, pas de souci, vous êtes en faible risque d'aspiration. Si c'est solide, il n'y a pas de doute non plus. Par contre, dans le cas où c'est liquide, vous regardez si vous êtes plutôt sur un grade 1 ou un grade 2. Et ensuite, pour avoir le volume exact, vous faites la formule. Et selon la formule, soit vous êtes inférieur ou supérieur à 1,5 mg, et vous êtes soit faible ou au risque d'inhalation. Dans ce cas-là, ça vous aide à adapter votre prise en charge au bloc opératoire. Ici, une étude qui montre que finalement, en plus de faire tourner le patient sur le décutis latéral droit, il y a aussi l'angle de la table. Et on voit ici qu'il y a 45 degrés. On est beaucoup plus sensible sur notre échographie pour démasquer des grades 1 et 2 PRS, donc des contenus à risque d'inhalation. Ici, c'est une étude pour vous montrer que même sur des temps de jeûne importants, un moyen 11 heures de liquide et 14 heures de solide, ce qui est bien au-dessus des recommandations, et ben, on peut observer jusqu'à 6,2% d'estomac plein, donc 30% de contenu solide. Et donc c'est vrai que c'est peut être assez contraignant en tout cas de réaliser une échographie gastrique chez l'ensemble des patients. C'est pourquoi ils ont essayé de faire sortir les critères, en tout cas les facteurs de risque d'estomac plein à l'échographie, et donc on voyait que les chirurgies urgentes étaient bien évidemment un risque d'estomac plein, comme les patients diabétiques, les obèses, et les morphiniques préopératoires. Il y avait beaucoup d'autres critères qui étaient testés, mais comme l'hypothyroïdie qui ne sortait pas par défaut de puissance notamment. Et ça, c'est une étude un petit peu plus complète qui vous montre l'intérêt réel de l'échographie gastrique. Donc là, c'était des patients qui étaient accueillis pour des chirurgies urgentes dans un contexte de traumato. Et globalement, il y avait une première évaluation du risque d'inhalation qui était faite cliniquement par tout simplement le bon respect des règles de jeûne. Et on voit que sur ces simples aspects cliniques et après la réalisation d'une échographie gastrique, on n'est plus du tout dans la même évaluation des risques. Dans les deux cas, c'est significativement différent. Et chez 14 patients sur 45, dans une trentaine de des cas, ce qui est arrivé, c'était une modification de la stratégie anesthésique. C'est-à-dire que s'ils avaient prévu un schéma, en tout cas, une séquence rapide, et ils revenaient sur un schéma classique, s'ils avaient un faible risque d'inhalation l'échographie. Donc je vous ai résumé un petit peu, fait une synthèse en tout cas de l'ensemble de cette présentation. Donc réaliser une échographie, donc en tout cas chez le patient à haut risque d'inhalation, on peut leur proposer, pour diminuer les conséquences d'une éventuelle inhalation, c'est soit des IPP double dose, Hg-1 et Hg0, ou soit, dans ce cas H2, on ne voit pas bien, le matin d'intervention. Donc évaluer les critères d'intubation et de ventilation difficile. Si on a proposé dans ces cas-là une intubation vigile, si on n'a pas réalisé l'échographie gastrique, soit on est sur un seuil inférieur à 1,5 ml/kg, et dans ces cas-là, on peut se permettre éventuellement un schéma classique.
soit on est sur un seuil supérieur à 1,5 mK dans un contexte de contenu liquide, ou alors on a mis en évidence un vrai contenu solide, et on peut alors proposer une technique de vidange de l'estomac, soit par les SMG, soit par l'érythromycine, surtout chez les patients qui ont un contexte de non-traumato. Donc ces deux situations sont pas... Donc les AESE ont les patients aussi des comorbidités, hein. Je vous rappelle les effets hémodynamiques de la sonde nasogastrique, hein, et les contre-indications qui est liée à soit la sonde nasogastrique, je pense notamment au trauma facial, ou à l'érythromycite, l'allongement du QT. Et derrière, proposer tout de même systématiquement induction de séquence rapide. Voilà, je vous remercie de votre